Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne de Googlet. La chaîne de Googlet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis de tout ce qui en découle un peu. Aujourd'hui, on continue notre discussion en lien avec ce qui se passe présentement avec la politique et les élections au Québec. J'avais le goût de vous parler aujourd'hui de savoir-vivre numérique. On passe à l'intro. Un petit flashback vers le printemps 2020. Après des feux dévastateurs en Australie, l'acquittement d'un président américain corrompu, l'éclosion d'un nouveau virus qui finalement va devenir une pandémie mondiale qui a fermé la planète pendant plusieurs mois. Puis l'apparition aussi sur les médias sociaux de gros mouvements comme le Black Lives Matter, puis le Je te crois, le MeToo. L'été 2020 devait justement nous permettre de nous ressourcer puis de prendre le recul nécessaire pour mieux saisir ce qui s'était passé, ce qui s'est passé au cours de ces dernières années-là. Je dis devait parce que manifestement, ben, c'est pas ce qui est arrivé. Maintenant, juste à proposer ce qui s'est passé avec les relations, nos relations avec les technologies, avec la communication, puis les aides pensants malades de tout ce qui a, puis de tout ce qui a été déréglé. Qu'est-ce qui a bien pu nous amener jusqu'à un point de rupture sociale et intellectuelle, puis qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on soit tout d'un coup autant divisé. Partout lors des derniers sondages, entre autres pré-Trump en 2020, l'Amérique, l'Europe n'avaient jamais été aussi unis. Les États-Unis se rangeaient derrière le premier président afro-américain. L'Europe filait parfait bonheur avec, dans son union. En quelques années seulement, on a vu une montée extrémiste politique, économique, sociale, de gauche et de droite. On a assisté à une radicalisation des propos racistes, misogynes, emplis de jugement puis de haine sur les réseaux sociaux, puis même dans les médias traditionnels. Loin de moi de l'idée là, de vouloir faire un portrait sociologique ou anthropologique des dernières années, là, mais voir même de ce qui s'est passé dans les derniers mois qui ont précédé jusqu'à l'élection. Ce qui m'intéresse, c'est plus notre rapport à la technologie devant la descente aux enfers qu'on a vécu. On va prendre le temps, puis on va prendre un point de recul justement pour comprendre comment le savoir-faire puis le savoir-être des derniers mois ont mené directement au manque de savoir-vivre numérique. Si on retourne un peu, on peut comprendre un peu avec le BYOD, le Bring Your Own Device, ou comment apporter justement son appareil de communication au travail est devenu une philosophie de gestion. Cette philosophie de gestion-là, développée au début des années 2000, a permis, avec la rapidité des changements de technologie, puis la multitude d'outils technologiques disponibles, et les préférences de chaque employé, il y a plusieurs entreprises qui ont décidé de permettre à leurs employés de travailler à partir de leurs propres outils de communication, leurs outils personnels. Ainsi, de voir de la comptabilité informatique, du versionnage, de la compatibilité, tout ça est devenu le fardeau des TI en entreprise sur plusieurs modèles, pas simplement la maîtrise d'un seul modèle. Ça offre aux entreprises d'offrir de l'accompagnement, de l'aide aux employés, des outils sur les différentes applications multiplateformes. Oui, c'est facilitant, mais l'intégration de ce type de technologie-là, en achetant la paix avec le Bring Your Own Device, qui est encore utilisé aujourd'hui, ça arrive avec son lot de problèmes. Bon, premièrement, les employés mélangent travail et loisirs. Le même téléphone intelligent est utilisé pour prendre des courriels au travail, naviguer sur Facebook ou sur Reddit. Ben, deuxièmement, aussi, l'employé est en constant contact avec le travail, 24 heures sur 24. Il est possible de joindre cet employé. Certains pays ont même dû voter des lois pour permettre un débranchement une fois les heures de travail terminées. On peut même le voir en Ontario, puis on peut même commencer à en entendre parler au Québec. Ce type de gestion-là a pourtant amené à une radicalisation sur les réseaux sociaux. Simple question, c'est une question d'argent. L'argent, les réseaux sociaux, ben, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Sur le web, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Les Facebook, les Google de ce monde font une fortune en vendant votre profil de consommateur à des tierces parties afin justement qu'elles puissent vous solliciter par différentes publicités. Ce sont les publicités ciblées dont on entend beaucoup parler.
OK, mais pour vrai, comment le Bring Your Own Device a changé la donne, la manière dont on consomme? Tout simplement avec une raison de temps de connexion. Plus on est connecté longtemps sur le téléphone ou sur le web, peu importe le moyen, plus on peut voir, vous recevoir, interagir, puis interagir avec les publicités. Autrement dit, plus vous êtes connecté, plus vous êtes rentable pour les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. C'est là que les algorithmes apprenants entrent en jeu. La petite histoire des algorithmes sociaux, c'est sans refaire l'histoire complète là, des algorithmes, en rappelons simplement les grandes lignes de ces incompris de l'ère numérique, là, issus de l'algèbre moderne créée par Al-Khwarizmi et pour la logique fondée et écrite d'Ulcide, les algorithmes simples utilisent la méthodologie divisée pour régner. Cette méthode, utilisée entre autres dans le tri puis dans les tris d'ensemble, ça permet de réduire le nombre de comparaisons pour ordonner un ensemble. Utilisé à la main ou à l'aide de supports visuels, des algorithmes de base demandent un temps de traitement qui est quand même élevé. Nous avons trop souvent pu voir ce type d'algorithme-là illustré où on pose des questions auxquelles on répond par oui ou par non, puis qui nous permet justement de trouver une action à poser. C'est exactement le même principe qui est utilisé dans les jeux questionnaires qui nous permettent justement de savoir dans quelle maison d'Hogwarts on est, où on se retrouve. Là. On a déjà tout fait ces jeux-là sur Facebook. Le principe pour écrire des algorithmes, c'est de minimiser le nombre d'opérations à réaliser pour que la réponse soit plus rapide. Un peu comme pour un dénominateur commun qu'on a déjà vu dans nos cours de mathématiques. Cependant, la notion de temps raisonnable est instaurée avec ça. Fait que cette notion demande justement qu'un compromis soit fait afin d'accélérer justement davantage la résolution de l'équation. On coupe à ce moment-là les coins ronds pour une réponse rapide. On catégorise rapidement pour que le dénominateur commun soit appliqué le plus expressément possible. De cette façon-là, l'algorithme va justement approximer une solution. Avec les naissances de la science informatique, les algorithmes ont trouvé des nouvelles applications, la rapidité puis à laquelle justement les solutions peuvent être données est grandement augmentée, puis la quantité d'informations traitées simultanément est phénoménale. Ça veut dire que ça a donc permis de créer des algorithmes plus complexes qui demandent un plus grand nombre d'étapes, des algorithmes qui permettent justement de définir le profil de consommateur sur les réseaux sociaux, entre autres. Si tu aimes ce livre, tu vas sûrement aimer ça. Tu as écouté ça sur Netflix, tu vas aimer ça. Hey, tu as acheté tel produit, hein, voici un autre qui ressemble. Bon, mais là, on commence déjà à voir un peu les différents dénominateurs communs se pointer. Les algorithmes vont aussi proposer du contenu à regarder. Bon, les vidéos YouTube qui pourraient vous intéresser, des blogs, des articles. C'est fini la diversité des sources. Plus vous cherchez un thème, plus ce qu'on est en mesure de faire, c'est de rencontrer du contenu sur celui-ci. Fait que plus vous êtes intéressé à des discours sociaux ou économiques d'un certain groupe précis, plus vous allez trouver du contenu qui prouve la véracité d'une telle position. Rarement, on va tomber sur une position contraire. Mais les algorithmes, ce qu'on a permis de faire avec Facebook, Google, Amazon, puis même Netflix, c'est de créer des grandes catégories de consommateurs et d'internautes, d'être capable de les trier par centre d'intérêt, par achat, par lieu visité, puis même dans des thématiques de recherche. Ces grandes catégories-là sont maintenant justement vendues à des tierces parties qui peuvent faire de la publicité ciblée sur un type précis de profil. Ces parties peuvent vendre des produits, oui, des services, oui, ou des idées sociales ou économiques. Ben, en revanche, là, pour que les publicités performent, il faut que l'internaute reste connecté à ce moment-là le plus longtemps à la plateforme possible. Ben, comment rester captif d'une application? Ben, le Bring Your Own Device a justement été en mesure d'accélérer ça. Fait que ça vous arrive des fois de cliquer sur un lien web, Facebook, mobile, puis qui vous emmène sur un autre furteur, puis savoir comment un peu vous utiliser. Ben, Facebook, Pinterest, puis plusieurs autres plateformes utilisent justement cette technique pour vous garder dans leurs éléments, pour pas que vous sortiez de cette plateforme-là. Ça permet à ce moment-là de capter plus longtemps les données, avoir des données supplémentaires, puis être capable de voir vos activités sur le web. Naturellement, il est possible de désactiver ces options, puis de faire ouvrir des liens externes là, dans le furteur, puis d'envoyer ça dans un élément de confiance. Par contre, il faut répéter l'activation puis ce changement-là à toutes les fois qu'il y a une mise à jour. Rappelez-vous,
quand l'utilisation d'un outil web est gratuite, c'est vous le produit. Fait que vos données de consultation et de recherche sont utilisées pour mieux cerner le type de consommateur, chercheur que vous êtes. La récolte de données personnelles, puis les batailles juridiques, hein, on en a vu là, au fil des ans, puis de plus en plus. Hein. Au fil des ans, il y a plusieurs pays qui ont mis en place des séries de mesures, puis de lois qui permettent justement d'encadrer le type d'informations recueillies, puis ainsi que le temps de conservation des données à des fins de revente, de publicité ciblée. L'une des lois qui est justement les plus sévères, c'est sans doute là, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui est justement pour l'Union européenne. On le voit vraiment de ce côté-là. Celle-là pour objectif d'harmoniser le panorama juridique européen en matière de protection des données. Jusqu'en 2015, l'Europe avait un système juridique dit du Safe Harbor là, qui permettait aux entreprises américaines d'importer aux États-Unis les données personnelles des citoyens européens. Fait que d'aller être capable d'aller chercher des informations. Mais le 1er octobre 2015, ça a été invalidé, entre autres par les révélations d'Edward Snowden sur le programme PRISM. Ce système juridique-là a rapidement été remplacé par le projet de loi RGPD. Fait, depuis le 25 mai 2018, le RGPD a permis justement de mieux définir c'était quoi une donnée personnelle. Puis qu'est-ce que les entreprises qui collectent ces données personnelles-là peuvent faire pour mieux les traiter. Puis qu'est-ce que j'ai le droit de faire, puis qu'est-ce que j'ai le droit de garder, cette loi-là l'encadre. Fait que selon la RGPD, une donnée personnelle ou une donnée à caractère personnel, c'est une information qui concerne une personne physique identifiée directement ou indirectement. Il peut s'agir d'un nom, d'une photographie, d'une adresse IP, d'un numéro de téléphone, d'un identifiant de connexion, d'une adresse postale, d'une empreinte numérique, d'un enregistrement vocal, d'un numéro d'assurance sociale, d'un courriel. Ça peut être un paquet de choses. Certaines données sont sensibles, puis touchent à des informations qui peuvent donner lieu à de la discrimination ou à des préjugés. Les opinions politiques, les religieux, les engagements syndicaux, les appartenances ethniques, les orientations sexuelles, les situations médicales ou les idées philosophiques, c'est des données qui sont classées comme sensibles en Europe. Puis ailleurs, ben, ces données-là jouissent d'un cadre particulier qui interdit toute collecte préalable sans consentement écrit, clair et explicite. Bien que cette loi-là vienne alourdir justement le processus de navigation pour certains sites web, ben, elle est primordiale pour protéger les internautes des abus, entre autres, des GAFAM. Le Canada a son équivalent, fait que la loi sur la protection des renseignements personnels puis des documents électroniques, beaucoup moins agressive que sa petite sœur européenne. La LPRPDE offre tout de même là, un cadre de protection pour la collecte des données personnelles sur le web. Mais comment la récolte des données peut-elle mener justement à une grande division politique, puis sociétale ou même économique? Ben, il est important de comprendre que pour les GAFAM, les données personnelles utilisées, c'est pas votre nom ou votre NAS, mais bien c'est vos habitudes de consommation puis de recherche et de divertissement qui sont importants pour eux. Ainsi, il y a c'est beaucoup plus payant de savoir qu'une jeune femme entre 25 et 35 ans qui habite dans Hochelaga, entre les rues Davidson puis Joliette, qui étudie à l'UQAM, qui prend le métro soir et matin pour ses déplacements, puis qui sort occasionnellement au restaurant du coin, mais qui se fait livrer son épicerie, consomme un certain type de produit. Il est maintenant plus facile pour les GAFAM justement de vendre un profil avec toutes ces informations-là à une entreprise en disant il y a peut-être quelque chose d'intéressant. C'est le type de personne que tu veux, cette consommatrice-là est exactement ce que tu dans le cadre de ce que tu produis. Tu peux faire de la publicité dessus sur Facebook, en géomarketing, sur Google. C'est un bel exemple là, pour un produit, mais l'exercice est exactement le même pour un service, mais pour les idées aussi, les idées politiques, les idées de campagne, pour des campagnes d'influence. Donc, comment la récolte de données peut-elle justement mener à cette division-là? Ben, la catégorisation de profils mène à une radicalisation en réduisant la diversité de la provenance des informations. Fait, plus on réduit la récolte de données puis le profilage, plus on augmente la diversité des sources d'informations, puis plus on gagne ainsi plus d'autonomie dans le choix et dans les actions. L'extrémisme là-dedans, mais on ne joue pas à l'autruche.
L'extrémisme existe depuis plus longtemps que le web. Là. Le web n'est pas là, c'est pas la cause première, là. Mais ça agit comme un accélérateur d'information. Fait que jumeler les algorithmes qui vous étiquettent, jumeler les informations qui arrivent à gauche et à droite, jumeler la consommation de vidéos, d'articles sur le web, ben, on crée un écosystème alentour de nous qui vient un peu plus hermétique. La beauté du web et des réseaux sociaux, justement, c'est que chacun a la possibilité d'avoir une voix puis une tribune. Le problème que le web aussi, c'est que tous peuvent avoir une voix puis une tribune. On a vu au cours des dernières années, justement, la hausse flagrante de fake news, de partage d'informations erronées, des vérifications, des informations non vérifiées qui peuvent porter préjudice à certaines personnes. La tribune pour tous peut commencer à être un peu plus problématique. On le voit avec les élections présentement au Québec, avec du racisme, la misogynie, encore une fois, des mauvaises, un paquet de mauvaises informations là, qui circulent alentour de nos députés. Les internautes fautifs, ils se sentent protégés dans leurs droits. Justement, les algorithmes font qu'ils vont juste protéger puis créer un faux sentiment de sécurité alentour des personnes qui vont passer des mauvais commentaires sur les sites web. Un test qui date justement de 2017 qui a été réalisé par Jeff Yates, journaliste de Radio-Canada, qui explique bien comment les plateformes vont embarquer les utilisateurs dans une spirale infernale en poussant justement les articles fake news, de désinformation à ceux qui veulent bien l'entendre. En 3 jours seulement, le journaliste s'est retrouvé inondé de publications axées sur la désinformation en provenance de sites web alternatifs, non vérifiés. Ces sites web-là sont souvent la propriété de plus grosses entreprises qui mènent des campagnes d'influence auprès de groupes sociaux ciblés. Entre autres, on a juste à penser, là, vous irez voir, là, lire mon article sur Cambridge Analytica, là, ça vous donnera une idée. Donc, est-ce que nous devons nous déconnecter du web pour nous promener avec un chapeau de papier en aluminium? Là? Non, là, les réseaux sociaux puis les plateformes des GAFAM utilisent des techniques qui peuvent s'avérer dommageables, oui, pour certaines personnes. Ces techniques sont légales, offrent une valeur ajoutée à la plateforme, permettent à plusieurs PME de contacter directement des internautes auxquels ils n'auraient jamais réussi à rejoindre avant, puis ça leur fait un divertissement aussi qui est plus qu'intéressant. C'est pas tous les utilisateurs de Facebook qui sont devenus dangereux, radicaux ou qui ont décidé de crier des bêtises, des méchancetés aux autres. Les outils web fonctionnent bien. Puis ils apportent une dimension de communication humaine que plusieurs rêveurs puis philosophes ont imaginé puis auraient aimé avoir. Les grands malades, c'est pas les outils. Je parle pas ici de la gestion des entreprises ou de leur implication dans les scandales sociaux, politiques, là, mais bien du logiciel qu'on utilise. Plusieurs fois par jour pour rester connecté avec nos familles éloignées, pour se divertir, puis même pour s'informer, on passe par ces plateformes-là. Les grands malades, ben, c'est nous. C'est notre manque d'éducation face à l'utilisation adéquate de ces outils-là, puis du fonctionnement de ceux-ci. Ça démontre bien qu'on ne sait pas nécessairement ce qu'on fait, puis comment être capable de bien communiquer sur les réseaux sociaux. Le manque d'éducation face aux outils est explicable justement vu leur nouveauté. Facebook a 18 ans, la plateforme a été créée en 2004. Faut pas oublier là, que l'invention de l'imprimerie de Gutenberg en 1450, ça a amené à une innovation qui a permis de rendre disponible de l'information écrite à un plus grand nombre de personnes. Puis c'est juste en 1884, avec l'arrivée du lunotype, qu'il aura fallu justement 400 ans pour que cette technologie-là arrive à maturité. Facebook, ça a 18 ans. On est encore dans un processus d'apprentissage, puis d'essayer de bien saisir comment l'utiliser, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On est encore dans un environnement d'apprentissage, puis d'utilisation de ces nouveaux outils numériques-là. L'éducation devrait jouer par contre un rôle plus grand face à ces changements-là. Notre système actuel met beaucoup l'accent sur le savoir-faire puis le savoir-être, mais à peu près pas sur le savoir-vivre, puis encore moins sur le savoir-vivre numérique. Comment le savoir-vivre numérique, ça peut nous aider? Bien, premièrement, est-ce que le savoir-vivre numérique, c'est quoi? C'est une série de préceptes philosophiques puis techniques
de base qui permet de normaliser, d'unifier, puis de simplifier des interactions sur le web. En d'autres mots, là, c'est le comportement à adopter pour pour que la cohésion soit possible justement sur le net. On a juste à penser au premier jet du savoir-vivre numérique qui était la netiquette. C'est un fameux document qui est adopté par les entreprises qui jetait justement les grandes lignes de ce qui était acceptable ou non sur les plateformes et sur leurs outils. Disponible autant pour les communications externes qu'internes, la netiquette est venue justement définir les bonnes pratiques sur le web pendant plusieurs années. Mais là, au-delà du document, il y a aussi une manière de se comporter qui était dictée aux utilisateurs. Une approche qui a fait des preuves jusqu'au débordement causé par Twitter et Facebook. Il y a des tristes histoires célèbres qui démontrent justement le manque de jugement de certains internautes qui auraient poussé les utilisateurs de Twitter et de Facebook à mettre fin à leur vie. Ce sont des cas de cyber-intimidation extrêmes. D'abord tolérés sur Twitter au nom de la liberté d'expression, puis mis en lumière par de nombreuses interventions journalistiques puis politiques. La cyber-intimidation est toujours bien présente, mais il y a des recours qui sont maintenant possibles pour la dénoncer. Par contre, le savoir-vivre numérique en a pris pour son rhume lorsque on est arrivé dans l'ère pré-Trump aux États-Unis avec cette politique-là. Ces groupes-là utilisent la cyber-intimidation contre leurs rivaux ou contre les personnes qui pensent différemment en livrant justement des envolées racistes, misogynes. Même que certains présidents ont même scandé haut et fort le droit à la liberté d'expression en demandant que ça soit mis en lumière les scandales issus de partout. On a juste à penser au compte Twitter de POTUS qui a engendré des nouveaux profils sur les réseaux sociaux. Les groupes radicaux ont vu justement leurs propos propulsés à l'avant-plan. Le travail d'influence de ces équipes moins intéressantes là, ça va avoir pris 4 ans après l'élection pour qu'un président bully, pour que Twitter justement arrive à poser puis à mettre une mention de mensonge ou de fake news puis à le tasser complètement de sa plateforme. On attend toujours que Facebook soit capable de faire quelque chose de similaire. Ils ont mis là, des règles en place, mais on voit là, quand même il y a encore là, un grand travail à faire. En tenant pas compte justement des normes d'utilisation de la netiquette, tout ce qui a été fait de ce côté-là a été quand même dommageable. Puis ça a créé une nouvelle dynamique. Puis il y a des créateurs de contenu qui ont emboîté le pas dans cette manière de faire-là. C'est devenu une mode puis une manière d'utiliser. Trump, c'est pas le premier à utiliser le numérique à des fins racistes ou violentes. Il y a plusieurs groupes, des personnalités qui ont déjà fait la même chose, voire pire. Toutefois, l'exemple du l'ancien président américain est quand même flagrant. Il y a des groupes de pression qui ont fait des remarques, qui ont fait des demandes aux grandes plateformes pour complètement le retirer. La netiquette, ça suffit plus. Là. Il est important de s'éduquer sur le savoir-vivre numérique, sur l'empreinte numérique, sur ce qu'on fait qui laisse une trace. Il est temps de faire justement un cours sur le savoir publié, une formation de base pour nos jeunes, et puis même les moins jeunes, pour prendre conscience des actions écrites, dites, filmées, puis partagées, que ça devienne même une obligation. Peu d'internautes peuvent justement mesurer les actions sur le web. Trop peu d'entre eux peuvent expliquer clairement en quoi un commentaire haineux peut être dommageable, autant pour la personne qui la publie que pour la personne visée. Il serait temps justement de remédier à la situation. Des penseurs se sont déjà penchés justement à ce sujet-là, puis qui offrent des pistes de solutions qui sont quand même intéressantes. On a juste à penser à Jacques Cool, qui était l'ancien directeur du Cadre 21 à Montréal, qui l'exprime clairement depuis plusieurs années. Déjà en 2015, il faisait part du besoin du système de l'éducation de s'ajuster aux nouvelles réalités. Il conseillait déjà de passer d'une culture de l'écrit, qui est plutôt une approche analytique puis linéaire, à une culture de l'image-écran, qui est une lecture globale puis personnelle capable d'émouvoir. Le savoir publié, comme M. Kuhn le nomme, ça consiste à s'assurer que les professeurs et les étudiants soient en mesure de débattre via un outil de vidéoconférence, de rédiger un article de blog, de faire un live, un tweet, Facebook, Twitch, sur la chaîne YouTube pour travailler en mode collaboratif sur les rédactions, des textes, tout ça à distance.
C'était visionnaire. Les défis dont Jean Courle parle sont ceux qu'on a vécus pendant la pandémie. Puis les points qui ont été énoncés ont été exactement ceux auxquels on a eu de plus grandes difficultés. Plusieurs choses qui ont été prouvées dans cette quarantaine obligée-là. Mais l'écart de l'aisance technologique qu'il y a entre les internautes puis leur capacité à utiliser les outils qui sont présentés, le savoir-vivre sur les plateformes numériques qui a été mis à rude épreuve et puis sur lequel on surfe encore aujourd'hui. Puis il y a déjà certaines écoles qui ont emboîté le pas avec une série de cours justement sur la citoyenneté numérique qui fait maintenant son entrée d'une manière un peu plus large, qui va justement rendre possible pour les étudiants de mieux comprendre puis de mieux saisir c'est quoi l'impact numérique. Malheureusement, le cours n'est pas offert et n'est pas égal partout. La citoyenneté numérique, c'est une avenue intéressante que vous pouvez mettre en pratique dans votre quotidien. Selon le grand dictionnaire terminologique, un citoyen est un individu qui bénéficie de droits et qui doit s'acquitter de certains devoirs dans une collectivité démocratique. Droits et devoirs, pas l'un ou l'autre, là, mais les deux. On a le droit, mais on a des devoirs aussi. Agir en citoyen éthique puis responsable sur le web en considérant les diversités sociales, culturelles, philosophiques. C'est un travail de tous les jours. Le gouvernement du Canada offre des guides en ligne qui permettent justement aux parents de mieux saisir l'importance de la citoyenneté numérique puis de lancer des discussions avec leurs enfants. Il y a fort à parier que certains parents devraient aussi se renseigner sur les sujets pour leur propre bénéfice. C'est pas simplement les enfants qui ont un problème de savoir-vivre numérique. Connaître les nouveautés, les bonnes pratiques, c'est notre devoir de citoyen. Mieux comprendre pour se protéger. Plus on est éduqué sur un sujet, plus on peut agir adéquatement. Mieux comprendre les implications de nos interactions sur le web. Ça va nous permettre justement de mieux agir sur les différentes plateformes. Inutile d'être un expert sur le sujet, mais avoir une base permettant de participer intelligemment à la discussion puis d'alimenter les échanges de façon humaine puis respectueuse, c'est crucial. En conclusion, on a utilisé le web. Restez curieux. N'hésitez pas à poser des questions. On est tous dans le même bateau qui vogue à une vitesse folle. La technologie est là pour rester, aussi bien se l'approprier puis la maîtriser. Maîtriser ses codes, maîtriser sa technologie, maîtriser sa manière de faire. Restons ouverts sur les nouveautés, développons notre savoir-vivre numérique, puis attaquons-nous au savoir publié plutôt qu'à nos députés. Votre empreinte numérique a beaucoup plus d'importance que vous pouvez l'imaginer. Prenons le temps de tout faire ça adéquatement pour être capable de se diriger vers un environnement plus heureux. En espérant que les députés qui subissent présentement un mal-être, puis qui subissent des menaces qui arrivent là, par les différents réseaux sociaux, puissent être protégés adéquatement, puissent-ils comprendre aussi l'implication que tout l'écosystème peut avoir alentour d'eux. Puis, en espérant que cette fois-ci sera la bonne, que la citoyenneté numérique, on va pouvoir la rendre disponible le plus loin possible, le plus longtemps possible pour exprimer clairement qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires sur la citoyenneté numérique, je vous invite à m'écrire. Vous avez toutes les différentes informations. Vous pouvez aller sur le gogoulet.com. Ça va me faire plaisir d'être capable de répondre à vos différentes demandes et à vos différentes questions. Puis sur ce, restez prudents. Prenez le temps de publier adéquatement, puis c'est pas le temps présentement en élection de faire ces folies-là sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, puis passez une belle fin de journée.